Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. J'ai un nouvel invité ce jeudi. C'est Charles Gave, voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est quelqu'un de pas très connu sur Internet. Non, mais surtout, il faut aller le chercher à l'extérieur. Vous savez, c'est comme le Christ qui avait invité des gens qui sont pas venus, donc il allait chercher des gens dans la rue. Et il les a assis à la table parce que... Donc nous, ce pauvre Léonard est allé chercher quelqu'un dans la rue, il m'a trouvé. Puis, voilà, c'est ça, j'avais personne en fait. Et puis voilà, je l'ai vu à une terrasse de café, je lui ai dit, cher monsieur, est-ce que vous voulez participer à une émission ? Voilà. On va parler de tout et n'importe quoi. Voilà. Avec beaucoup de talent d'ailleurs. Avec beaucoup de talent et beaucoup de précision et de vérité. Il n'y a pas une actualité complètement folle cette semaine, il faut dire. J'ai cherché... À part dans les marchés financiers, mais ça, on en a parlé ce matin avec Emmanuel, donc on va vous faire l'économie du Crédit Suisse. Allez. Voilà, c'est ça. Donc, évidemment, j'ai pensé à évoquer ces histoires de Silicon Valley Bank et de Crédit Suisse. Bon, après, c'est quand même le privilège quand même d'Emmanuel d'être plutôt sur le terrain économique. Ouais. Voilà, l'émission qui sortira là-dessus, donc avec Emmanuel, devrait sortir, j'imagine, 1 ou 2 jours après celle-ci. Ben non, parce qu'on a demandé ce matin à ce qu'elle sorte vite, parce que les gens ont l'air d'être un peu impatients. Alors. Ah oui, bah c'est logique. Ce sera peut-être avant la vôtre pour une fois. Bah écoutez, tant mieux. Donc moi, je voudrais axer cette émission plutôt sur la seule actualité un tantinet intéressante que nous avons en France. C'est le vote de la réforme des retraites et tout ce qu'il y a autour, en fait. Oui. Ce que ça veut dire en termes d'assemblée, de potentielle dissolution, etc. Donc, la réforme des retraites devrait être votée dans l'après-midi, là, à l'Assemblée nationale. J'imagine qu'elle va passer, autrement ce serait un coup de théâtre. Cependant, c'est quand même une... Attendez, je vous arrête une seconde là. Elle va passer grâce au vote des Républicains. Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est les Républicains qui font passer une réforme. Oui, complètement. Bon, c'est déjà une première... Donc il n'y a pas la moitié des Républicains qui ne sont pas d'accord. Non, et d'ailleurs, ça va plus loin que ça, parce que... Alors, c'est très probable que le texte passe en 49.3. Donc, j'ai ramené ma petite constitution française, parce qu'on va faire, pour une fois, on va faire un petit peu de journalisme, parce que à chaque fois, on parle du 49.3, et les journalistes ne vous expliquent jamais ce que c'est. Donc, l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, je vais vous la lire. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Donc une motion de censure, pour qu'elle passe, il faut avoir la majorité absolue des votes de l'Assemblée nationale, ce qui est absolument impossible sans le vote des Républicains. Or, le président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, ou Marleix, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Je l'ai reçu ici d'ailleurs. Marleix menaçait les membres des Républicains, au cas où l'article 49 alinéa 3 serait actionné, de les exclure du groupe s'ils venaient à voter justement cette motion de censure. Donc là, j'ai juste une question par rapport... Je vous arrête une seconde, vous me poserez la question après. Alors, si je comprends bien, tout le monde est contre Macron. Oui. Sauf quand il s'agit de voter contre lui, quoi. C'est ça. Donc, c'est d'une simplicité biblique, votre truc, quoi. Oui, et Bruno Retailleau a dit que, en gros, ce n'était pas un soutien inconditionnel, c'était donc un soutien conditionnel, mais conditionné à quoi, ça je sais pas trop, parce que... C'est juste un soutien par des cons, non ? C'est pas ça ? Écoutez, je sais pas, je sais pas, mais enfin... Ces gars du Parti républicain, ils sont tout à fait remarquables quand même. Dans la série, je me contorsionne dans tous les sens et je reste sur place. Oui, là on peut... À quoi servent-ils ? Là on peut pas parler d'opposition au gouvernement. Enfin, c'est une complicité. À quoi servent-ils ? La question intéressante, dans le fond, c'est à quoi sert le Parti républicain aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'il a de républicain ? Et qu'est-ce qu'il en va de la liberté de vote aussi des parlementaires ? Parce que qu'il y ait une consigne de groupe globale, bon, ça, à la limite, je peux l'entendre. Même si, d'ailleurs, moi, je serais le président du groupe LR, j'aurais pas de consigne de vote. J'aurais mon vote à moi et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais déjà, avoir une consigne de vote, c'est un peu limite, je trouve, sur ce genre de questions. Mais enfin...
menacer comme ça, faire du chantage à l'exclusion du groupe, c'est quand même assez particulier, parce que ça fait vraiment, si vous vous opposez au gouvernement, on vous exclut du groupe. Alors que vous ne faites pas partie du gouvernement. Oui. Et ça veut dire que derrière, dans l'hypothèse d'une dissolution et donc de nouvelles élections législatives, vous ne serez pas représenté avec l'étiquette LR, donc vous n'aurez plus de siège. C'est ça ce que ça veut dire très concrètement. Donc, pour moi, si vous voulez, tout ça revient parfaitement à une condamnation, que je fais d'ailleurs avec beaucoup de constance depuis longtemps, de la démocratie représentative. Si vous voulez, si on avait fait un référendum pour cette réforme des retraites, on n'aurait pas pu me dire, si vous votez pas pour ça, d'abord je le saurais. Je croyais que les votes étaient anonymes, mais enfin, à l'évidence, c'est pas le cas. Et donc, on me priverait de mon droit de vote ou de la sécurité sociale, j'en sais rien. Donc, si vous voulez, ça montre à quel point cette démocratie représentative ne représente pas les intérêts du peuple, mais représente les intérêts des partis. Et les partis, les pauvres républicains, essaient d'exister en dehors des fadas à gauche et des fadas à droite. Et dans le fond, ils n'ont ni programme, ni existence, ce sont des ectoplasmes, quoi. Et j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent survivre, parce que on a déjà vu disparaître les socialistes, hein, oui. Ils ont disparu. Les communistes, ils avaient commencé. Les communistes, les socialistes, tout ça, ça a disparu. Les républicains sont en train de disparaître. Mais tant qu'à faire de disparaître, ils pourraient au moins tomber sur leur épée bien droite en se réclamant, je sais pas quoi, du gaullisme ou d'exiger un référendum, enfin, de faire un acte de bravoure, quoi. Et là, c'est des gens qui sont des pleutres. Oui, non, ils sont en train de mourir, mais comme une espèce rampante, quoi. C'est vraiment ça. Au lieu de dire, on s'oppose, ou du moins juste, je sais pas, au moins laisser une liberté aux parlementaires. Oui. C'est quand même assez surprenant. D'autant plus que, quand même, on en avait parlé au moment des législatives, c'est-à-dire que Olivier Marleix est quand même parmi les meilleurs. Il n'y a pas de doute. Je l'ai reçu ici, d'ailleurs, il y a à peu près un an ou deux, ça me plaît très bien. Et à la fin de l'entretien, j'avais dit, c'était extraordinaire, monsieur le député, mais vous n'avez pas dit une seule ânerie économique. C'est la première fois que ça m'arrive de recevoir un homme politique qui ne dit pas connerie sur connerie. Ouais. Et je lui ai dit, comment vous expliquez ça ? Il avait fait, je sais pas quoi. Enfin, il est d'une famille de politiciens. Son père aussi était homme politique, je crois. Bon, je sais pas. Enfin, et donc, de voir ces gens qui sont intelligents, qui comprennent, parce que Marleix comprend l'économie, ce qui n'est pas si courant que ça, que ces gens-là foutre en l'air le capital qu'ils avaient hérité du gaullisme, c'est incompréhensible. Oui, et si on se dit, si le meilleur des LR ça donne ça, on n'a pas trop envie de voir les autres, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais toujours aux gens quand Chirac disait que Juppé était le meilleur d'entre nous, je disais oui, mais c'est pas très difficile. Hein. Mais alors j'ai une question sur un petit peu plus globale sur potentiellement la nécessité d'une réforme. C'est-à-dire, c'est pas forcément, je vous demande pas d'avaliser la réforme de Macron, mais est-ce que parfois on n'est pas obligé quand même, on ne doit pas faire des réformes qui sont impopulaires? C'est une réforme qui est très impopulaire. Est-ce que parfois on ne doit pas le faire quand même? Ben ça encore une fois, ces genres de réformes, ça ne peut marcher que si vous avez le soutien de toute ou partie de la population. Et ces réformes impopulaires, pour qu'on ait le soutien de la majorité de la population, encore faut-il qu'il y ait eu une consultation de cette majorité de la population. Prenez un homme comme moi, j'arrive donc à mes 80 balais. Mettons que j'ai 60 années d'électorat où j'ai pu voter. En moyenne, j'ai dû voter une fois tous les 6 ans.
C'est-à-dire qu'un type comme moi, j'ai dû voter quoi même pas 8 ou 9 fois dans ma vie. Et on me dit, ça marche pas du tout. Mais c'est peut-être parce que j'aurais dû être consulté 60 fois. Donc, à partir du moment où vous avez une classe qui s'arroge le droit, soi-disant, de faire des réformes ou des réformes impopulaires, qu'est-ce qui donne le droit à cette classe de faire ça? Ou Monsieur Macron représente 20% de la population française. C'est à peu près avec ça qu'il avait été élu. Entre ceux qui n'ont pas voté et ceux qui ont voté pour les autres. Il n'a, pour reprendre une vieille idée gaulliste, il n'a aucune légitimité. Il est légal, mais il n'est pas légitime. Comment voulez-vous faire des réformes quand vous n'êtes pas légitime? La souveraineté appartient au peuple français. S'il y a des réformes difficiles à faire, c'est pour ça que De Gaulle avait créé la possibilité de faire des référendums. Il faut donner au peuple, c'est le peuple qui doit trancher sur les réformes impopulaires. C'est pas M. Macron ou M. Marlex. Ils n'ont aucune légitimité pour le faire. Comme ils n'avaient aucune légitimité pour abandonner toutes les souverainetés qu'ils ont abandonnées sans nous demander notre avis. Parce que la souveraineté, en droit constitutionnel, puisque vous avez un livre là, est inaliénable. Or, ils ont abandonné nos souverainetés. Donc, à la limite, on peut même se poser la question, est-ce que on a le droit de faire un référendum sur les souverainetés? En principe, même pas, puisque c'est inaliénable. Mais ils les ont vendus. Donc, tout ça, ça me fait l'effet, si vous voulez, de gens qui sont très occupés à vendre des plats à prendre un plat de lentilles, si vous voulez, pour... vous savez, comme dans la Bible. Donc, encore une fois, tous ces gens qui sont dans la politique, ce sont des gens incompétents qui mènent des politiques méprisables. Partout. Et on se demande pourquoi les Français ne vont plus voter. Voilà. Est-ce que l'Assemblée, elle n'a pas la légitimité justement pour voter le texte? Si c'est un texte qui est vraiment très difficile, la réponse est non. Il faut la faire au référendum. Quand il a fallu abandonner l'Algérie, De Gaulle a fait un référendum. Oui, c'est vrai. Il ne l'a pas fait voter par... Et puis on avait fait un référendum sur l'acceptation de la Constitution européenne qui a été refusée, on nous l'a imposé quand même. Donc non seulement on avait dit non, mais en plus on nous a enflé derrière. Ouais. Donc tous ces gens-là n'ont aucune légitimité. Et c'était un point un peu dans l'esprit de Gaulle qui était très important quand il a été battu lors du référendum sur la régionalisation. Il a quitté le pouvoir dans le jour même. Ouais. Parce que pour lui, la légitimité était la condition même pour que l'État puisse imposer par la force les décisions. Ouais. Ben là, si vous voulez, je ne vois pas au nom de quoi M. Macron imposer des choses par la force. Ouais. Oui, non, c'est vrai, ça ne se voit pas que là-dessus, d'ailleurs, ça se voit dans un tas de situations où on n'a pas du tout, le gouvernement actuel n'a pas du tout la même notion de l'exercice du pouvoir et la notion de légitimité que celle qu'on avait du temps de De Gaulle. Aucun ministre n'est démissionnaire à chaque fois, même quand ils perdent des élections locales, même quand ils ne sont pas au second tour d'élections locales, alors qu'avant, généralement, quand on était ministre et qu'on s'engageait au niveau de la ville, au niveau de la région, au niveau parlementaire, je ne sais pas, quand on s'engageait dans une élection et qu'on la perdait, derrière on démissionnait. Parce que c'est encore une autre imbécilité de Hollande. Autrefois, on avait des personnages puissants à l'Assemblée qui étaient les députés maires. Vous savez, vous étiez maire d'Angoulême et vous étiez député en même temps, j'en sais rien. Ce qui fait que ces gens-là, ils se battaient à l'Assemblée, qu'ils perdaient, et par exemple on les représentait pas, ils restaient maires de leur commune et ils pouvaient se présenter presque indépendamment, quoi. Et il y avait tout un parti qu'on appelait le Parti des Républicains indépendants et paysans, je sais plus quoi, qui représentait des gens comme ça, qui étaient extraordinairement implantés en province. Mais aujourd'hui, comme on n'a que des nervis, là, qui servent à rien, ils savent que s'ils sont plus assemblés, ils seront plus nulle part. Et donc, ils se couchent. Mmh. Tout à fait. Ça permettait, d'une part, déjà d'avoir une meilleure représentativité des provinces à l'Assemblée. Et puis, voilà, pour ceux qui avaient un maire qui était aussi parlementaire, enfin, c'était quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il allait être en capacité de faire plus de choses pour sa ville, en étant davantage en lien avec le pouvoir central. Enfin, c'était quand même... Et de pouvoir peser sur le pouvoir central au moment des votes importants. Donc vraiment, je trouve aujourd'hui
que dans toutes les démocraties du monde, on se rencontre aux États-Unis, on s'en rend compte partout, que la démocratie représentative, ça ne marche plus. Ça a été capturé par une classe de politiciens professionnels et qui n'ont aucun intérêt, quoi, qui sont des ventres mous, quoi. Et alors, par rapport justement à ce vote d'une potentielle motion de censure, alors là, je vous avoue que j'ai pas compris, parce que la France Insoumise va donc présenter un texte donc pour une motion de censure. Censure, oui. À condition qu'ils aient des saoulés. Et ils appellent ça un texte transpartisan. Mais alors là, j'ai pas trop compris, parce que c'est transpartisan, mais sans Renaissance, évidemment, puisque c'est la majorité présidentielle, sans les LR, puisqu'ils ont dit qu'ils la voteraient pas. Et la France Insoumise a dit qu'ils voulaient pas non plus des signatures du RN. Donc en fait, c'est transpartisan, mais juste pour la NUPES, quoi. Enfin, c'est transpartisan parce qu'il y a 2 ou 3 partis dans la NUPES. Il y a les communistes, il y a les écolos, et puis il y a les socialistes, c'est ça. Mais donc c'est la France Insoumise plus une vingtaine de gus qui sont avec eux dans le même groupe, quoi. Donc c'est pas vraiment transpartisan, du coup. Bah, c'est toujours la même idée de la gauche, si vous voulez, c'est que la gauche est de fait majoritaire, si vous voulez, dans les esprits, etc. Et tous ceux qui s'y opposent, ben, il suffit de les faire taire. Et si vous les faites taire, s'ils n'ont plus le droit de voter ou j'en sais rien, la gauche est de fait majoritaire. On se retrouve en Union soviétique, quoi. Donc je suis absolument ébloui par ce raisonnement. Vous déclarez que tous les autres ne sont pas des démocrates. Oui. Comme ils ne sont pas démocrates, ben, il n'y a aucune raison qu'ils aient le droit de vote. Et à ce moment-là, vous êtes le seul à avoir le droit de vote, et tout va bien, quoi. Donc, encore une fois, la NUPES, si vous voulez, ben, à mon avis, c'est les dignes héritiers de ceux qui ont massacré tout le monde en Vendée, vous savez, c'est toujours pareil. Ouais. Ou de Staline, ou de Lénine, ou de Trotsky, ou de Khrouchtchev, qui était le bourreau de l'Ukraine. Non, moi, j'aime beaucoup cette truc. C'est comme pour la liberté de parole. Moi, je suis pour la liberté de parole, mais uniquement pour ceux qui pensent comme moi. Les autres, il faut les faire taire, parce qu'ils sont des dangereux comploteurs. Donc oui, c'est... À ce moment-là, on est tous pour la liberté de parole. Oui, c'est ce que disait Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Oui, bah, c'est très bien. Comme c'est moi qui vais décider qui est un ennemi de la liberté, vous n'allez pas pouvoir beaucoup parler. Hein. Oui, c'est pratique, oui, tout à fait. Moi, je trouve ça vachement pratique. Moi, je trouve que la gauche a tout à fait raison de prétendre qu'elle est la seule à être légitime, parce que c'est ce qu'elle fait. La seule parole légitime, c'est celle de la gauche. Et donc, on ne voit pas du tout pourquoi on aurait besoin d'autres paroles. Mmh. Et alors, je trouve ça intéressant parce que alors, les LR sont dans une absence totale d'opposition au gouvernement. Ils acceptent tout ce qu'il fait. Et du coup, la France Insoumise, elle est plutôt dans une imitation de l'opposition. Parce que quand on présente une motion de censure, vu l'arithmétique des groupes, des parlementaires aujourd'hui qu'on a à l'Assemblée nationale, si vous dites « je dépose une motion de censure, mais je veux pas le RN dedans », ça veut dire que vous ne voulez pas que la motion de censure soit majoritaire, concrètement. Alors, je vous voulez qu'elle échoue. J'essaye de comprendre. Donc, il dépose une motion de censure. Oui. Mais rien n'empêche Rassemblement National de la voter. Oui, absolument. Mais en même temps, ils ne veulent pas que les signatures du Rassemblement National soient sur la motion de censure. Voilà. Bon, alors, j'essaie de raisonner encore. Hein, parce que c'est compliqué, hein. Tout ça, c'est pour ça que ça n'a aucun intérêt, cette espèce de jeu dans lequel la 4ème République se réjouissait. Vous savez, si je rajoute un demi de Mitterrand et puis 3/4 de Guy Mollet, je vais avoir une majorité. Vous avez envie de vous flinguer quand vous dites ça. Et l'avantage, c'est qu'il ne faisait pas grand-chose, donc c'était bien. Mais donc, je réfléchis. Alors, la seule solution, si je comprends bien, c'est il faut combien de députés pour une... alors attendez, c'est la moitié plus 1 de... non, pour qu'elle passe, il faut une majorité. Oui. Mais pour la déposer, il faut combien de députés? Pour la déposer, je crois que c'est 60, j'ai un doute. J'ai un doute. Il n'y a pas 60 clampins qui sont tout seuls, qui présenteraient une motion de majorité comme ça, à laquelle tout le monde pourrait voter. Vous savez, s'il y avait 60 clampins, je sais pas, mais il ne doit pas y avoir 60 non-inscrits, il doit y en avoir que 4 ou 5. Ah non, une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un 10e au moins des membres de l'Assemblée nationale. Donc sachant qu'on en a 577, ça veut dire 58 députés. Donc ouais, une soixantaine. Donc il faudrait trouver 58 députés qui sont nulle part, qui présenteraient une motion de censure et que les 2 autres pourraient voter, ou les 3 autres, sans se sentir déshonorés, c'est ça? Ouais. Aucune chance.
Donc, si je comprends bien, ce que dit la NUPES, c'est que M. Macron, qui n'a donc aucune légitimité, puisqu'il représente à peine 20% des Français, va continuer à nous gouverner. Oui. Très, très probablement, oui. Ça me paraît idiot, non? Enfin, à moins qu'il veuille que Macron reste. Non, mais ça me paraît complètement idiot, surtout que s'il y a bien une occasion de faire chuter le gouvernement, c'est celle-là. Parce que je pense qu'une telle occasion risque de ne pas se présenter. Mais bougez pas, il y en a une autre qui se présente, mais il faudrait qu'on les mette ensemble. Donc, NUPES, le Rassemblement National... Et LR, au moins une partie des LR. Mais ils vont jamais se mettre d'accord. Non, ils vont jamais se mettre d'accord. Je vois pas. Enfin, si les LR veulent pas là profiter de cette occasion pour les virer, ils le feront jamais. Donc, j'essaie toujours de réfléchir. C'est extraordinairement fatigant, surtout après le déjeuner. Vous savez, c'est vrai. C'est pour la capacité. Vous savez qu'on a remarqué que les jugements rendus par les juges dans les cours de justice étaient beaucoup plus sympathiques pour les futurs condamnés après le déjeuner qu'avant le déjeuner. Ah oui. Avant le déjeuner, le juge est de mauvaise humeur, il a l'écrou. Et après le déjeuner, il a bien bouffé, il a bien bu. Et dans le fond, il dit, le pauvre garçon, il faut que je l'enferme que pour 45 ans. Quoi. D'accord, ouais. Donc, je reviens donc sur les... Donc, vous avez ces trois gens-là, mais... Alors, comment on s'en débarrasse? Enfin, alors là, j'ai pas la réponse. Hein. Comment on s'en débarrasse? Parce que... À part par, je veux dire, s'en débarrasser éventuellement physiquement par une révolte physique du peuple. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on va pas réussir à se débarrasser d'un type dans le fond que tout le monde déteste, y compris les Africains, etc. Et que la seule façon, c'est que les éboueurs continuent à ne pas ramasser les poubelles et que finalement, c'est les éboueurs qui décident de virer M. Macron. Oui. Donc c'est la rue. Oui. Vous croyez que c'est un progrès? Enfin, c'est classique dans l'histoire de France. Hein. Je crois pas du tout que ce soit un progrès, au contraire. Mais d'ailleurs, tout est fait pour que justement le seul mode d'expression au final soit dans la rue et pour qu'on dise ensuite sur les plateaux télé, non mais la démocratie elle est pas dans la rue. Bah oui, mais le problème c'est que la démocratie elle est pas ailleurs non plus. Donc elle est pas à l'Élysée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Elle est pas dans la Chambre. Et tous ces gens-là ne semblent n'avoir aucun sens du bien commun. Une vieille notion qui est que dans le fond, on devrait gouverner pour maximiser le bien commun dans un pays. Mais c'est le vieux piège de Mitterrand, dans la mesure où les gens du Front National on ne peut pas les prendre en cause. Celui qui a le pouvoir est indéboulonnable. Oui, complètement. Même s'il est minoritaire. Absolument, c'est le jeu. Si vous êtes centriste, c'est pour ça que cette constitution vous pouvez être soutenu par 20% des gens et vous serez au pouvoir, quoi. Parce que vous ne pouvez pas faire si vous êtes trop à gauche ou trop à droite. Voilà, faut être au milieu, faut représenter le bon cadre du tertiaire, être élu par la bourgeoisie, voilà. Donc, c'est le jeu. Ce qui est embêtant, si vous voulez, quand on essaie de réfléchir sur la politique, c'est que c'est tout sauf rationnel. Si vous voulez, ce qu'il y a de bien avec l'économie, c'est qu'en principe, c'est une forme de la logique. Donc, si vous restez logique, vous arrivez à des résultats qui ne sont pas trop mal. Mais dans la politique, c'est n'importe quoi. Donc, si vous acceptez l'idée que c'est la politique, c'est n'importe quoi, ça va se terminer de façon irrationnelle. Je sais pas. Oui, ou alors, je sais pas, alors il faudra attendre 2027 pour espérer quelque chose, mais enfin, c'est compliqué. À chaque fois, en plus, électoralement, on est toujours déçus. Donc, à force d'être déçus, donc les Français ont voté pour qu'il y ait un contre-pouvoir à l'Assemblée. Ouais. Avec les députés qu'ils ont élus, à la surprise générale d'ailleurs, il y a eu... Oui, à la surprise générale. À la surprise générale, donc les Français ont voté pour qu'on ait un contre-pouvoir et les hommes politiques qui ont été élus sont incapables d'organiser ce contre-pouvoir. Ouais. Il faut tous les virer. Oui, en fait, c'est l'opposition qui refuse de faire le contre-pouvoir. Et il y a, en réalité, il n'y a que le Rassemblement national qui fait correctement son travail d'opposition, parce que non seulement il dépose des motions de censure, des trucs comme ça, mais en plus, il vote aussi les motions de censure des autres. Alors que la NUPES ne vote pas les motions de censure du RN. Donc, ce sont en termes marxistes, ce sont des complices objectifs du pouvoir, oui, absolument. Pouvoir.
Donc, absolument. Et le seul conseil que je peux donner, il y a peut-être des gens qui ont voté la NUPES qui nous écoutent, il y en a peut-être pas des masses, mais il y en a peut-être quelques-uns. S'il y en a quelques-uns, ne votez plus jamais pour ces gens-là, puisqu'ils considèrent leur responsabilité, c'est de nous débarrasser de Macron, mais ça leur fait mal au sein de se mettre dans la même activité que le Front National. Oui, c'est-à-dire qu'ils pensent que leur petite personne, leur petit narcissisme est plus important que le destin du pays. Mais il faut jamais oublier que c'est eux qui ont demandé, enfin Mélenchon, même s'il a eu du mal à le formuler, il a dit il faut voter et il faut voter contre Marine Le Pen. Donc il n'a pas dit il faut voter pour Emmanuel Macron. Enfin là aussi, c'est un cirque. Il n'a pas dit il faut voter pour Emmanuel Macron, mais il a dit il faut voter contre Marine Le Pen, ce qui revient à la même chose. Et il faut se rappeler aussi que pendant les législatives, lorsqu'il y avait des duels, donc Renaissance contre Rassemblement National ou surtout quand il y avait des triangulaires, Renaissance contre Rassemblement National ou NUPES contre Rassemblement National, il était extrêmement fréquent que un des deux, Renaissance se met en arrière pour faire barrage républicain côté NUPES, ou la NUPES se met en arrière pour faire barrage républicain côté majorité présidentielle. Et si jamais il y avait de nouveau des élections législatives, il se reproduirait exactement la même chose. Alors que dans le sens inverse, ça ne se faisait jamais. Ce que ça veut dire, c'est ce que je me dire, c'est que Michel Debré, qui a écrit la Constitution d'un 5e, nous a fait un monstre qui nous empêche de se débarrasser des incompétents. Eh bien, ça se terminera mal. Oui, ou alors il faut que cette élite du pouvoir se rende compte, mais c'est impossible, puisque de toute façon, le jeu est fait justement pour qu'ils soient au pouvoir. Donc ils vont pas changer les règles du jeu. Non. Parce qu'effectivement, sinon, la seule manière de faire changer les choses, c'est de faire même pas une réforme constitutionnelle, mais de changer complètement l'esprit de la Constitution, avec par exemple une part plus importante de proportionnel dans les législatives. Mais c'est pas la peine, ça marchera pas non plus. Il faut donner le référendum au peuple, y compris le référendum révocatoire, c'est-à-dire que vous avez voté pour un gars, vous vous rendez compte que c'est bon à rien, vous introduisez un référendum en disant, écoutez, ça fait 3 ans qu'il est en train de nous ruiner, si ça vous fait rien, on aimerait le débarquer. Ouais. Ou alors qu'on fasse aussi des référendums révocatoires sur les votes qui ont été passés à l'Assemblée et dont personne ne veut. Et donc il faut que non seulement le peuple puisse présenter ses projets, mais il faut aussi que le peuple puisse dire les projets que vous nous avez collés jusque-là, on n'en veut pas et on les retire. Parce que le souverain, c'est le peuple, c'est pas M. Macron. Donc encore une fois, on peut pas, ça sert à rien d'arranger les chaises sur le pont du Titanic quand il est en train de couler. Il faut trouver, si possible, un canot de sauvetage. Donc si vous voulez donner de la proportionnelle ou n'importe quoi, ça sert à rien, parce que s'il y avait eu une proportionnelle, on aurait eu exactement le même nombre de ce qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée. On aurait sûrement moins de membres de la majorité présidentielle. Après, si on a une prime au vainqueur, c'est différent. Effectivement, on aurait... Vous vous rendez compte les calculs à la noix? Non. Ouais. C'est-à-dire que, encore une fois, la démocratie représentative, ça a été créé par les Anglais parce qu'il fallait 15 jours pour aller d'Édimbourg à Londres. Aujourd'hui, ça ne vous prend pas 15 jours, sauf si vous prenez la SNCF, quoi, ça va sans dire, mais s'il y a des grèves, etc. Mais vous pouvez aussi décider que vous allez voter sur chaque téléphone, vous mettez un truc crypté et puis vous votez quand vous voulez. Donc l'acte de votation, c'est pas difficile. Et j'ai toujours dit, quand vous mettez un vote dans une urne pour voter, et quand vous mettez un billet de banque pour acheter des carambars dans une caisse enregistreuse, c'est le même acte. C'est-à-dire que vous choisissez librement d'acheter des carambars ou celui pour qui vous allez voter, alors que vous élisez des gars qui vont vous acheter des caramels mous et ils vous donnent jamais ce pourquoi vous avez voté. Donc quand est-ce qu'on va arrêter cette illusion que la démocratie représentative est démocratique? Elle ne l'est pas. Donc on n'est pas en démocratie en France, puisque la démocratie, c'est le gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple. Là, rien du tout. Donc encore une fois, cette espèce de défense acharnée de la démocratie représentative, c'est fait par les groupes de pression qui s'en mettent plein les fouilles à cause de ça. Donc, mais arrêtons de croire que voter pour Tartampion va nous aider. Ça va pas nous aider, ça va nous enfoncer encore plus.
Mais alors, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que même dans les standards de la démocratie représentative, la France est quand même vachement en retard par rapport aux standards européens qu'on a aujourd'hui. Ben, je sais pas trop, parce que les standards européens qu'on a aujourd'hui, quand vous voyez les guignols qu'on a à Bruxelles, qui soi-disant votent dans le Parlement européen, alors qu'ils ont été élus par personne. Bien sûr. L'Assemblée de Bruxelles aussi est très très en retard. Elle est complètement hors jeu. Elle n'a rien de représentative, elle n'a rien du tout. Non, je parle des autres pays européens, pas des institutions. Mais comme, je sais pas, comme l'Italie, comme l'Espagne, la Suède, le Danemark. L'Italie, parce que l'Italie et la Suède, ils avaient fait le même coup pendant des décennies. Je connais bien la Suède. Il y avait un parti de droite qui n'était pas fréquentable, et puis un jour, le parti de droite est passé quasiment à la majorité absolue à lui tout seul, donc ça a un petit peu changé. Donc, si ça continue, ils vont nous amener Marine à 51%. C'est ce qui aurait, je trouve, en tout cas, de plus logique. Ben, c'est la logique du truc. À un moment ou à un autre, les Français se sont dit, on a essayé tous ces guignols. La seule qu'on n'a pas essayé, c'est Marine, là. Bon, ben, on va l'essayer. Mais c'est pas possible autrement. La prochaine présidente de la République, s'il continue comme ça va être Marine. Est-ce que ce serait vraiment une mauvaise chose? Ben, j'en sais rien. En tout cas, je crois qu'elle est favorable au référendum. Oui, elle est favorable au référendum. Donc, tu mets un référendum d'initiative populaire. Les autres n'ont pas. Moi, je préfère Marine à Macron. Macron sans référendum et Marine avec référendum. Au moins, je pourrais contrôler Marine. Ouais. Parce que là, je peux rien faire pour l'espèce de fou furieux qu'on a mis à l'Assemblée, à la présidence. C'est ce qu'elle a proposé très rapidement à l'Assemblée, faire un référendum, ce qui a d'ailleurs été refusé par le groupe de la NUPES, et ça va sans dire des Républicains, alors que si voir des gaullistes refuser un référendum, faut quand même le faire, ça. Ouais, non, mais ils sont entêtés comme... c'est complètement dingue, parce que quand même, c'est un parti, les Républicains, qui a passé sa vie à trahir ses électeurs et ce pourquoi ces électeurs votaient. Et là, pour une fois, ils se sont dit que là, ils allaient être cohérents avec leurs principes. C'est-à-dire que une fois, il y a longtemps, ils avaient proposé une réforme des retraites. Du coup, ils se sont dit, bon, bah là, on peut pas faire machine arrière. Mais encore une fois, c'est fascinant. Cette histoire des retraites me tue parce que on peut tourner le problème dans tous les sens, si vous voulez, pour des raisons démographiques. Le système des retraites qu'on a monté ne peut pas marcher. La retraite par répartition, ça suppose une absence de vieillissement de la population. On vieillit à toute allure. Donc, c'est du n'importe quoi. Donc, on est en train de se battre comme des fous pour savoir s'il faut mettre du ciment en provenance du Limousin ou du ciment en provenance de la Côte d'Azur dans la ligne Maginot, quoi. Vous savez que le résultat, ça ne marchera pas. Ouais. Vous savez, et on s'engueule comme des malades sur un truc. Les Français sont les meilleurs pour se disputer sur des choses qui n'ont aucune importance. Absolument. C'est incroyable. Absolument, parce que si on fait cette réforme, mais la question se reposera à un autre moment. On se dira aussi vieillissement de la population, il y a plus de vieux que de jeunes, etc. Donc il faudra de nouveau mettre l'âge de la retraite à 66 ans, puis à 68 ans. Moi, puis je vais vous expliquer comment ça va se passer. C'est pas difficile, puisque on peut pas. Quelque chose qui ne peut pas avoir lieu n'a pas lieu. Donc ceux qui sont à la retraite s'imaginent que la retraite qu'ils vont toucher, c'est ce qui va permettre de préserver leur pouvoir d'achat. Eh ben, on va trouver une autre façon de faire écrouler leur pouvoir d'achat. Ce sera l'inflation, ça sera la baisse de la monnaie, ça sera ce que vous voudrez. Mais s'ils touchaient 100 aujourd'hui en pouvoir d'achat, ou hier, ils vont toucher 80 dans 10 ans. C'est pas possible autrement. Et donc c'est pour ça que je me tue ici, à essayer d'expliquer aux gens comment épargner. Pour que ça n'arrive pas, parce qu'au moins qu'ils essayent de se bâtir une épargne pour eux-mêmes qui leur permettra de ne pas avoir cette baisse du niveau de vie. Mais si ils font confiance à l'État pour maintenir leur niveau de vie, ben je sais pas, c'est comme faire, je sais pas, c'est faire confiance à un criminel à qui vous confiez l'argent de vos petits enfants. Quoi. On a des gens qui sont irresponsables et à qui on confie. Les 20 ans qui viennent, regardez ce qu'ils ont fait dans le domaine de l'énergie. Ils ont quand même foutu en l'air tout le système énergétique français qui avait été bâti pour nous rendre indépendants énergétiquement. À partir du moment où on n'est plus indépendant énergétiquement, on ne peut plus payer les retraites non plus. Et c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Et donc, moi, je trouve ça absolument fantastique, cette espèce de méfiance vis-à-vis de l'État et de confiance absolue vis-à-vis de l'État en même temps chez les mêmes personnes. C'est-à-dire que les mêmes personnes croient deux choses qui sont contradictoires. Ce qui est la preuve d'une pensée schizophrénique.
Les Français sont fous. Ils ne comprennent pas que leur principal ennemi, c'est l'État. Et que confier quelque chose à l'État, c'est garantir qu'on va se retrouver tous plus pauvres. Et pourtant, ce n'est pas les exemples qui manquent au 19e et au 20e siècle. Hein. Et ça continue. Et à la limite, au moins, par exemple, le Rassemblement national a la conscience au moins de la moitié du problème, c'est-à-dire justement de cette question démographique. C'est-à-dire qu'ils disent, non mais c'est ce qui a été beaucoup dit pendant les débats à l'Assemblée, c'est-à-dire que il faut, pour garantir un système de retraite par répartition, il faut dans le temps garantir aussi une bonne natalité, et donc faut faire des gosses, quoi. Et la NUPES, eux, ils ont absolument rien compris, parce que quand vous leur dites ça, en fait, ce que eux comprennent, c'est vous approprier le ventre des femmes, donc les femmes sont des machines à pondre, etc. Donc en fait, on ne doit pas faire d'enfants, on doit juste demander aux Africains de faire des enfants et les importer ensuite par dizaines de millions. Mais est-ce que le rôle des Africains, d'un jeune Africain doué qui a fait des études, et il y en a un paquet, c'est de devenir balayeur à Paris? Mais même ceux qui n'ont pas fait d'études, c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle de devenir balayeur à Paris, c'est pas. Oui. C'est pas particulièrement. Il ferait bien de rester en Afrique et d'essayer de développer leur coin. Oui, parce que sinon tout le monde est perdant dans cette affaire. À la fin, l'Afrique ne se développe pas parce que tous ses potentiels talents se barrent ailleurs. L'Africain, il est pas content parce que être balayeur à Paris, c'est pas non plus génial. Et le Français, il est pas content parce que il a une bande d'Africains en bas de chez lui qui éventuellement foutent le bordel, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Mais enfin, tout le monde est perdant, sauf éventuellement celui qui s'en met plein les fouilles parce que lui, il emploie des Africains pour pas cher, quoi. Donc bon. Mais c'est tout ça, ce que je me tue à dire aux gens, je vais le redire encore une fois, parce que ça me. Vous savez, dans la vie, on a le choix entre se contredire ou se répéter. Donc, moi, je vais me répéter, puisque j'ai du mal à me contredire. La chose qui est tout à fait évidente, c'est que depuis 40 ou 50 ans, chaque fois que vous avez confié une mission stratégique importante à l'État français, il a raté le coup. Depuis, parce que le programme nucléaire français, c'était il y a quasiment 70 ans maintenant que ça a commencé. Donc, les gens me disent, regardez la retraite, ils ne savent pas s'en occuper. Et je leur demande, mais de quoi l'État s'est occupé depuis 40 ou 50 ans et qui a marché? Est-ce que l'école, ça a marché? Est-ce que la justice, ça marche? Est-ce que les prisons, ça marche? Est-ce que la diplomatie, ça marche? Monsieur Macron, dans sa grande intelligence, a supprimé les diplomates du Quai d'Orsay. Donc après ça, il va se balader en Afrique, où il dit que des bêtises et tout le monde l'insulte, parce que personne ne lui avait préparé des notes. Ou peut-être quelqu'un lui a préparé des notes, mais il les a pas lues parce qu'il savait mieux que les autres. Et donc, vous regardez tout ce que fait l'État, l'énergie, tout ça. On a eu une petite période qui a duré quelques années, mettons 20 ans, entre De Gaulle, Pompidou et Giscard, où l'État a été à peu près bien géré. Et de là, on a fait des choses qui étaient bien. Mais aujourd'hui, donner des pouvoirs à l'État, c'est garantir, je vous l'assure, c'est garantir votre appauvrissement. Donc, il faut que les Français reprennent l'initiative, et également sur leur retraite. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez pour votre retraite, de côté, devrait être non taxé. Et vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne vous force pas à acheter des obligations d'État. Si vous voulez acheter des obligations chinoises, vous achetez des obligations chinoises. Donc, rendre la liberté aux Français sur la façon dont ils vont gérer leur futur. Qu'il y en ait une partie, moi j'ai vécu en Angleterre, il y a une partie qui est une espèce de retraite minimum qui est payée par l'État à tout le monde. Donc je touche un petit quelque chose de l'Angleterre d'ailleurs, parce que je devrais être à la retraite depuis longtemps d'ailleurs. D'ailleurs j'y songe, c'est pas vrai du tout, je m'emmerderais, ce serait affreux. Mais donc je touche une petite retraite, et puis ensuite vous la fiez vous-même, avec des fonds de pension. Ouais. Mais c'est d'ailleurs les meilleures retraites sont des retraites justement qui viennent de fonds privés. Je sais pas, mais encore une fois, vous suivez les conseils de l'Institut des libertés, et vous faites 7 ou 8% par an, ce que vous n'avez pas du tout dans les recettes. Et c'est pas des trucs bien difficiles à faire. Hein. Et d'ailleurs, en règle générale, ceux qui reposent sur le public, en fait, non seulement ils reposent sur le public, mais ils voudraient empêcher ceux qui reposent sur le privé de reposer sur le privé. C'est-à-dire qu'ils vont reprocher justement des gens d'avoir des fonds de pension privés, de recevoir éventuellement le gouvernement a essayé de les piquer d'ailleurs. Oui. Les fonds de retraite privés, ils ont essayé de les piquer. Mais c'est un petit peu comme tout le monde me disait au moment où il y a eu la pandémie, là récemment, c'est affreux, les hôpitaux sont pleins. Oui, tous les hôpitaux étaient pleins, c'est affreux. Mais toutes les cliniques étaient vides. Parce que les hôpitaux refusaient d'envoyer
des malades au secteur privé. Ouais. Donc ils préféraient que le gars crève sur le pavé là, dans le couloir de l'hôtel, plutôt que d'en l'envoyer de la clinique qui était à 50 mètres et qui aurait pu les recevoir, quoi. Donc il y a une espèce aussi de totalitarisme de l'État. Quand il se met à faire quelque chose, il refuse qu'il y ait de la concurrence. Exactement. Si l'État se met dans une activité, il veut un monopole total. Il veut pas qu'il y ait une concurrence du privé. Et on le voit aussi dans l'éducation aujourd'hui. Si vous voulez, maintenant, j'ai trouvé à mourir de rire que le ministre de l'Éducation nationale, qui était un produit de l'éducation nationale française d'ailleurs, mette ses enfants immédiatement, dès qu'il a été ministre, à l'école alsacienne. Ouais. Il l'a pas mis dans un lycée à Saint-Denis, hein. Alors que si on regarde, il y a 60 ans, il n'y avait pas du tout cette distinction de niveau entre public et privé. Pas du tout. Absolument pas. J'en étais... vous aviez l'école de jésuites et de lycée, et les résultats au bac étaient les mêmes, et il n'y avait pas de problème. Et le secteur public se faisait une espèce de gloire d'être aussi bon que ces gars-là, etc. Donc... Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose, et vous êtes très mal vu, justement, lorsque vous venez du privé, quand vous arrivez derrière le public. Moi j'avais des petites filles qui étaient à une école qui s'appelait La Tour, je crois, qui arrivaient d'une autre école qui s'appelait La Providence, donc c'est vous dire que tout ça, c'était pas bien pensant. Et on leur avait dit, surtout quand vous allez passer l'oral au bac, vous cachez votre croix. Ouais. Autour du cou. Vous cachez votre croix autour du cou. Donc, c'était quand même... Oui, les profs du public détestent les élèves du privé. Moi, je me souviens, j'étais dans le public pour mon primaire, et c'était très mal vu en CP. En fait, ma grand-mère venait d'être à la retraite, et du coup, elle s'occupait de moi quand j'avais 5 ans, donc juste avant le CP, et elle m'avait appris à lire. Donc, vous saviez déjà lire quand vous êtes arrivé? Voilà, je savais lire parce que j'avais appris à la maison, pas parce que j'avais appris à l'école. Et donc, quand en CP, la maîtresse a compris que je savais lire et a très bien compris pourquoi je savais lire, c'était très mal vu. C'est très mal vu d'avoir une avance que vous aviez vous-même cultivée à la maison. Tous ces gosses, tous charbonniers, c'est bien connu. C'était un des cris de Gaulle, un trinitaire. Donc, voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous faites avec les enfants particulièrement doués qui arrivent à l'école en sachant déjà lire parce qu'ils ont appris tout seuls? Vous lui dites, tu t'arrêtes là et on va attendre que tes camarades te rattrapent, et ensuite peut-être on fera quelque chose et on commencera les additions. Concrètement, c'est ça. Mais c'est encore une fois la massification par le bas, parce que vous avez des gars qui sont, je sais pas, par exemple Pascal qui a réinventé la géométrie d'Euclide, je sais plus quoi, quand il avait 7 ans, avec des ronds et des barres, quoi, à la place de mettre des cercles et des droites, vous savez. Il avait tout réinventé tout seul. Alors qu'est-ce que vous faites si vous avez un Pascal qui arrive? Vous l'empêchez de parler? Oui. Oui, parce que, attendez, il va foutre le moral à zéro de tout le monde. Il vole la vedette, les autres ils comprennent pas ce qu'il fait, du coup, Pascal, on va le mettre dans un coin de la classe. Éventuellement, il fera des exercices tout seul, mais enfin, et encore. La meilleure histoire que je connais comme ça, c'était un type dans l'université américaine, je me souviens plus de son nom. Il était arrivé en retard au cours, et le professeur avait mis sur le tableau, c'était un professeur de maths, il avait mis sur le tableau un problème à résoudre. Hein. Et c'était un truc que personne n'avait résolu, vous savez, un de ces mystères mathématiques que personne n'avait résolu, donc le type, il est dit... Mais on ne lui avait pas dit que personne n'avait résolu. Donc il a bossé tout le week-end, et il a trouvé la solution, il l'a présenté au professeur qui sautait partout. Il est devenu ensuite, je sais plus, je crois qu'il lui a pris Nobel de physique ou j'en sais rien. Mais enfin, je veux dire par là, vous avez des gars qui sont pas notés pareil. Et s'ils s'embêtent pendant toutes leurs petites écoles et pendant jusqu'à 18 ans, ils vont devenir fous. Oui, et en fait, on s'empêche d'avoir des génies. Et dans le fond, on castre le génie. Oui, complètement. Et c'est quand même bizarre, ça. Donc, le rôle de l'école, c'est pas que tout le monde sache lire à même moment, en même temps. Le rôle de l'école, c'est de déterminer, à mon avis, ce à quoi chaque enfant est bon, particulièrement, et de le pousser dans cette direction pour qu'il soit heureux dans la vie. Donc, si vous avez des gars qui sont des esprits extraordinairement puissants, et que vous vous rendez compte... il faut peut-être faire quelque chose, quoi. Oui. Et en fait, on cultive aussi, on veut absolument que derrière ceux qui sont peut-être moins intelligents, peut-être un peu plus lents, on veut pas leur dire que ils sont peut-être meilleurs au foot, ils peuvent, qu'ils sont meilleurs au foot, qu'ils pourraient faire un métier manuel. On veut absolument pas glorifier ça, et on veut absolument le foot, ce qui coûte un pognon complètement dingue à l'État. On veut le foot 5 ans en sociologie à la Sorbonne ou je sais pas où. Il fera rien.
Parce qu'en fait, on veut que tout le monde fasse des études, que tout le monde ait son bac, etc. Ce qui fait qu'à la fin, le bac et même de plus en plus les études ne veulent rien dire au final. Mais ce qui est le plus affreux, c'est ce que j'ai vu j'ai dû le raconter déjà, parce que je me répète, étant vieux, je deviens gâteux, mais je l'ai vu en Angleterre, c'est qu'il y avait un médecin et qui en avait marre de faire payer, de pas être payé, enfin il était payé avec un lance-pierre dans le NHS, et donc il a décidé de devenir plombier. Si aujourd'hui vous faites venir un médecin de SOS Médecins, ça va vous coûter, je sais pas, 40 ou 50 euros, quoi. Si vous faites un plombier, ça va vous en coûter 200, quoi. Mmh. Et finalement, entre un chirurgien qui bidouille dans le cœur et un plombier, c'est un peu le même métier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, donc, voilà, vous avez aujourd'hui des médecins qui se reconvertissent en plombiers. Fascinant. Non, mais simplement parce que ils sont pas emmerdés, ils viennent quand ils veulent, ils sont payés 4 fois plus, et voilà, quoi. Ouais. Donc, j'ai rien contre les plombiers. Hein. Non, absolument. Mais si vous êtes bidouilleur avec vos mains, si vous savez, moi par exemple, j'ai 2 mains gauches. Alors si j'étais pas un intellectuel, je serais rien du tout. Je serais en train de mourir de faim au bord de la route. Mais il y a des gars qui sont intelligents et qui savent faire des trucs avec leurs mains, quoi. Ouais. Et ça s'apprend, c'est pas très difficile. Et ça montre justement parce qu'on est parti de loin quand même, on est parti de la distinction public-privé sur la question de retraite. On retrouve la même chose. Mais c'est vrai que ce que ça montre, c'est qu'avoir cette espèce de communisme mental, ça bride le génie des gens, et derrière, c'est quand même déterminant pour une nation je veux dire, d'avoir des génies, de favoriser cet esprit-là. Parce que tous les mecs bons, justement, dans les lycées publics, privés, quand vous êtes au lycée, on vous dit mais allez faire vos études à l'étranger, vous serez mieux, quoi. Dans la fille d'Emmanuel, il y en a une aînée, qui est la deuxième aussi d'ailleurs. Parce que elles sont toutes les deux à Londres, quoi, parce que l'Angleterre, avec tous ses défauts, ils ont encore des endroits où ils savent reconnaître l'excellence dans le domaine de l'éducation. Et sans concours. Mmh. C'est-à-dire qu'ils regardent l'enfant, ils regardent le dossier. Et donc, ma petite fille aînée, elle finit Imperial College à Londres, qui est une très très bonne université. Et ses professeurs, comme elle était très brillante, voulaient lui faire maths sup, maths spé, les concours et tout. Elle serait toujours en train d'essayer de rentrer à Polytechnique au bout de 3 ans. Tandis que là, elle a déjà un diplôme d'un très haut niveau. Ouais. Donc, ces 3 ans pour rentrer dans Polytechnique, ça sert à rien. On ferait mieux de faire une sélection sur dossier, ouais, et puis laisser les autres se dépatouiller. Donc voilà, 3 ans de perdu à des gars, pour qu'on puisse dire, quand ils ont 85 ans, que quand ils avaient 20 ans, ils ont fait Polytechnique. Oui. Ce dont tout le monde se contrefou. Fait d'armes, ouais. Leur fait d'armes, c'est d'avoir fait Polytechnique. Donc, ce que j'avais dit à mon fils encore une fois, il voulait que le professeur voulait qu'il fasse normal sup, et j'ai dit, écoute, il y a 2 possibilités, où tu réussis, tu deviens insupportable, ou tu rates, et à ce moment-là, t'es brisé à jamais. Alors c'est vraiment le genre de truc, ça sert à rien, je veux dire. Ce qu'il faut, c'est apprendre. C'est pas le diplôme qui compte, c'est l'apprentissage. C'est apprendre à apprendre. Et je pense que c'est peut-être même encore plus vrai aujourd'hui, parce que ça change tellement vite. Il y a 30 ans, l'éducation au-delà du lycée avait quand même une valeur qui était plus élevée qu'aujourd'hui. Donc les diplômes, justement, avec ce nivellement par le bas, il a beaucoup atteint le lycée, mais ça fait longtemps. Mais il a atteint aussi depuis pas mal de temps les études supérieures. Ça a détruit l'université. Mais il y a aussi autre chose qui se passe, qu'il faut dire, puisqu'on parle de ça. C'est que mon fils, donc, maintenant, il va avoir 74, il va avoir donc 46 ou 47 ans. Ouais. Il me dit que de toute sa promotion dans l'université américaine où il est allé, il y en a les 2 tiers qui font des métiers qui n'existaient pas quand il était à l'université. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est apprendre à apprendre, pas apprendre quelque chose qui va... Pas réciter le même truc pendant 90 ans, quoi. Ouais. Donc, ce qui compte, c'est la capacité d'apprendre. Le diplôme, c'est intéressant, mais donc ils étudient le sanskrit, qu'ils étudient ce qu'ils veulent, mais qu'ils apprennent à apprendre. C'est ça c'est de l'apprentissage de son cerveau qui fait le bonheur. C'est pas la mémoire. Mmh. On va revenir un petit peu, pas très longtemps parce que cette émission va bientôt se terminer. On va revenir un petit peu sur notre histoire d'Assemblée nationale. Au cas où, mais enfin j'imagine que ça n'arrivera pas, au cas où on aurait voté la motion de censure du gouvernement,
donc le gouvernement tomberait, il est extrêmement probable que derrière, Emmanuel Macron dissolve l'Assemblée nationale. S'il dissout l'Assemblée nationale, on aura de nouveau donc des élections législatives. Et qu'est-ce qui se passe s'il est battu? Alors, qu'est-ce qui se passe s'il est battu? Ça va être Parce qu'à beau ce moment-là, bordel. il faudra se soumettre ou se démettre. Alors déjà, il faudra se soumettre ou se démettre. Maintenant, je doute pas qu'Emmanuel Macron fera tout pour s'accrocher au maximum à son bout de gras. Maintenant... question aussi, par exemple, si on avait une addition de la NUPES et du RN de sorte qu'on aurait une majorité avec eux, est-ce que ce serait eux qui s'entendraient pour former un gouvernement, ou est-ce que ce serait Renaissance et la NUPES, ou est-ce que ce serait Renaissance et le RN? C'est un peu la question derrière aussi. Moi, si vous voulez, ce que vous dites, je suis loin d'être un homme... Je suis pas très calé en politique, je veux dire, parce que je pense que les gens sont raisonnables et en fait ils le sont pas. Donc, il faut prendre. Vu de l'extérieur comme ça, ce qui ressort de tout ce qui se passe en France, c'est que ça fait apparaître le Rassemblement national comme de plus en plus sérieux. Oui, mais d'ailleurs c'est le cas depuis les dernières législatives. Dans les enquêtes d'opinion, et alors justement on va en reparler dans une minute, dans les enquêtes d'opinion sur la manière dont sont perçus les groupes politiques à l'Assemblée nationale, le RN siège tout en haut, parce que en fait c'est une opposition, ils font leur boulot d'opposition, et ensuite c'est un peu variable, les LR sont pas trop mal vus, et la NUPES en fait ils sont bien vus par leur camp politique, mais ils sont très mal vus par ceux qui n'en sont pas. Donc en fait, il suscite vraiment donc un logiquement, rejet. si ça se passait comme prévu, s'il y avait une espèce de mouvement fort, ça devrait être un gouvernement RN et républicain. Écoutez, espérons. Ce qui ferait tomber tous les espèces de caciques imbéciles qui empêchent tout ça. C'est-à-dire que, si j'ose dire, s'il reste des jeunes républicains, il doit avoir 65 ou 70 ans d'âge moyen, mais enfin, s'il reste des jeunes républicains, ils feront l'analyse qu'il faut qu'ils virent leur chef, quoi. Ouais. S'ils sont conduits par des gamelins à la défaite depuis toujours, il faut mettre Gamelin à la retraite, quoi. Ouais. Ça me paraît la moindre des choses. Donc, alors justement, il y a... Ceux qui ont le moins de mal à s'accorder sur les principes, allez, c'est les Républicains et le RN, quoi. En principe, oui. Surtout que maintenant, tous les gars qui ont participé à la guerre d'Algérie sont morts, etc. Donc, on peut laisser passer tout ça maintenant. Ouais, c'est vrai. Et alors, il y a Harris Interactive qui a essayé de faire un sondage pour voir ce que ça donnerait. Bon, alors, c'est extrêmement difficile, déjà parce que les sondages se trompent souvent. Oui. Et en plus, parce que c'est hyper difficile de savoir ce que ça va donner pour une assemblée, puisque de toute façon... Le score dépend à chaque fois, il y a autant de variables que de circonscriptions. On ne sait pas qui va arriver au second tour. Oui, en plus, en cas de triangulaire, on ne sait pas qui va se retirer. Si jamais il y a un second tour à 2, on ne sait pas forcément si ce sera Renaissance contre RN ou RN contre NUPES ou NUPES contre Renaissance, parce que dans beaucoup de circonscriptions, c'est kiff-kiff, c'est entre 20 et 25 le score. Et ensuite, au cas où vous avez un second tour, si vos sondages à l'échelle de la circonscription, qui concerne forcément du coup un échantillon de peut-être 300 personnes à tout péter, la marge d'erreur est gigantesque. Vous avez une marge d'erreur qui est gigantesque, puisque une centaine de votes parfois peut faire balancer le résultat d'un côté ou de l'autre. Donc si vous avez un 47-53 au second tour, ça peut totalement être changé derrière. Donc c'est extrêmement difficile de savoir, on peut pas savoir vraiment. Et d'ailleurs, on se souvient, j'ai pris justement une capture d'écran d'un des tout derniers sondages qui essayait justement de regarder, de cartographier ce que donnerait l'Assemblée, donc un des tout derniers sondages juste avant les législatives, donc 2-3 jours avant. Et il donnait la NUPES 175 à 215 sièges, au final c'était moins. Il donnait Renaissance, enfin le groupe avec Modem, etc. Il le donnait à 260 à 300 sièges, c'est moins que ça au final. LR UDI à 35 à 55 sièges, au final c'est un peu plus. Et le RN de 20 à 50 sièges, et au final c'est 2 fois plus quasiment que le maximum qui était envisagé. Et aujourd'hui, en fait, les résultats qu'il donnerait, donc selon ce sondage, c'est quasiment la même chose que aujourd'hui. Donc le RN gagnerait peut-être 5 à 10 sièges selon eux, la majorité présidentielle perdrait 5 à 10 sièges et la NUPES gagnerait 5 à 10 sièges. En gros, c'est ce qu'il dirait. Je crois qu'on va avoir un effondrement des voix Macron.
Parce qu'un parti politique, ça a une espèce de corps théorique qui le porte sur le long terme, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, le Parti républicain ne le sait plus, mais enfin, il avait au départ des gens compétents, des gens, je sais pas, il lisait Raymond Aron, enfin bref, c'était des gens qui avaient une espèce de structure intellectuelle qui les portait. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le parti de Macron, c'est qu'il n'y a aucune structure intellectuelle, il n'y a rien, sauf la recherche du pouvoir et de le garder. Donc, ça marche une fois, ça marche peut-être deux fois, mais à mon avis, le parti qui doit s'effondrer parce qu'il n'a pas de structure intellectuelle et qui n'a pas de racines historiques en France, c'est le parti de Macron, parce que ça représente rien. Il représente rien ni personne, il représente pas d'idées, ils n'ont pas de personnes intéressantes, le personnel politique est nul, et donc vous vous dites, mais ils représentent rien, ils représentent pas les territoires. Ouais. Ils sont pas ancrés dans la ruralité, je veux dire. Pour moi, s'ils font 25% des voix, ces 25% des voix n'ont aucune raison d'être. Mais d'ailleurs, je veux dire, c'est un bloc à la base, c'est quand même ce qu'on avait à l'époque qui représentait au moins 40% des voix dès le premier tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire l'essentiel du PS et l'essentiel de l'UMP, autrefois du RPR, a été combiné dans cette majorité présidentielle. Et déjà, on voit cette addition de deux énormes blocs qui est devenu juste un bloc, et qui est un bloc qui est en train de se réduire peu à peu à chaque petite élection qu'on voit. Tous les types qui participaient des deux blocs s'en vont en se disant il n'y a rien pour moi là-dedans. Ouais. Vous faites pas assez, c'est toujours ce qu'on dit, vous mettez deux canassons ensemble, vous faites pas un pur sang, quoi. Ouais. Et en plus, il restait que des canassons dans les deux partis. Ouais. Et je veux dire, ça fonctionne encore, entre guillemets, parce que ça repose quand même sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Parce que sinon, sur le pouvoir qu'il a, le pouvoir de nomination, etc. Parce qu'il n'a aucune personnalité, il n'a aucun intérêt. Non, il n'a pas vraiment de personnalité. Mais je connais personne qui aime Emmanuel Macron. Disons qu'il a fait semblant d'avoir une personnalité à l'élection de 2017, où il a plu à beaucoup de gens à partir de vraiment pas grand-chose, parce qu'il y a eu une fascination médiatique sur le mec, enfin bref. Et ensuite, effectivement, sur l'incarnation du pouvoir. Et le problème, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus un rond, et on va plus pouvoir distribuer rien du tout. Hein. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que la prochaine crise qu'on va avoir en France, c'est très probablement une crise monétaire qui entraînera une crise politique. Et là, si vous voulez, comme il est là depuis 7 ans ou 10 ans, je ne sais pas combien, ce sera lui le coupable, quoi. Oui, mais c'est lui le coupable. C'est lui le coupable dans tous les cas de figure. Donc, si vous voulez, comme la prochaine élection se passera à l'occasion ou juste après une crise politique et monétaire qui va être d'amplitude très grande, ça favorisera forcément d'un côté l'extrême gauche, de l'autre côté la droite radicale. Donc, je sais pas la droite radicale, mais ça peut. Je sais pas ce que ça fera, mais en tout cas, celui qui est en place, si vous voulez, devra laisser la place, quoi. Ouais. Quand les Anglais ont fait venir le FMI à Londres en 1976 ou 77, et ben ça a amené Mme Thatcher et les conservateurs au pouvoir pour 30 ans. Donc, à ce moment-là, personne ne connaissait Mme Thatcher 2 ans avant. Donc, encore une fois, je sais qui va perdre. Mais vous savez pas qui va gagner. Je sais pas qui va gagner parce qu'il est même peut-être pas dans la course encore. C'est possible, tout à fait. Moi, je serais pas étonné, cependant qu'on ait on parle de présidentielle, c'est quand même dans longtemps, et c'est très compliqué de savoir déjà à 6 mois de la présidentielle ce qui va se passer, alors à 4 ans encore moins, mais je serais pas surpris d'avoir au moins, disons, un duel du style Le Pen-Mélenchon. C'est pas du tout impossible, mais par exemple, moi j'en ai beaucoup voulu dans la dernière présidentielle, un homme comme Pierre de Villiers, de pas s'être présenté. Parce que, si vous voulez, comme la France est dans une situation difficile, à ce moment-là, il avait été le patron de l'armée française, donc il savait commander, et puis mais il serait présenté, il aurait été élu avec les doigts dans le nez, quoi. Ouais, je sais pas, parce que j'ai déjà entendu le général de Villiers sur des questions il est très politiques. Et enfin, je veux dire, en fait, non, mais il s'est pas présenté parce qu'il n'avait pas la capacité de se présenter. Mais un type qui aurait été, si j'ose dire, un vrai général, qui aurait été,
il aurait pu se présenter sans aucun problème, quand même. Ouais. Et ouais, le problème surtout qu'il avait eu le bonheur de se faire virer par Macron. Oui, je crois qu'il était parti de son Il était parti de son poste, etc., ouais. parce qu'il en avait marre qu'on coupe les dépenses militaires. Il avait raison d'ailleurs, parce que depuis, l'armée n'existe plus. Mais... Oui, c'est vrai. Mais après, sur les questions de politique, on aurait dit vraiment un macroniste quand il s'exprimait. On aurait dit François Bayrou. Il n'était pas arrivé. C'était François Bayrou avec un képi, quoi. Mais non, c'est pas faux. Et vous savez, quand vous arrivez à la tête de l'armée en temps de paix, c'est qu'en général, c'est pas vous dont on a besoin en temps de guerre, quoi. Ouais. On est d'accord là-dessus. C'est bien une vieille expérience, là. Ouais. Enfin voilà, pour ce sujet, on en a quand même pas mal discuté. On a fait même un petit peu de politique fiction, Madame Irma, c'est sympathique. Non, mais l'essentiel, c'est que, encore une fois, je me le tue à le dire, il n'y a pas d'autre solution que redonner la parole au souverain, c'est-à-dire au peuple, que le peuple puisse s'exprimer. Parce que tous ces gens qui s'expriment en son nom, qui parlent de démocratie, ils n'ont aucune légitimité, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas au nom de la France, ils parlent au nom d'intérêts circonstanciels. C'est vrai. C'est horrible. C'est vrai. Nous en avons fini avec cette émission. Et donc on dit les pouces bleus, les s'inscrire. On dit les pouces bleus, on dit s'inscrire. Mais on peut mettre des pouces en bas aussi, hein. Il vaut oui, mieux pas, mais enfin, le pas faites trop. Pas. Je vous retrouverai et on ira le problème derrière le mur là. Je vous ferai passer un sale quart d'heure si vous faites ça. Pareil, si vous m'insultez en commentaire, ça va mal se passer. Alors, je rigole. Je serai encore obligé de le défendre. Non, je rigole, vous pouvez tout à fait m'insulter, j'en ai rien à faire. Par conséquent, je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Et merci beaucoup. Et n'oubliez pas, ah tiens, on n'a pas répondu à la question favorite. C'est vrai, j'ai oublié. Non, on le fera la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ferai la question du coup de la semaine dernière. Et vous pouvez reposer une question dans les commentaires de nouveau pour la semaine prochaine. C'est de ma faute, j'ai oublié. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion.